Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir tester vos connaissances sur le cours de développement de l'enfant et de l'adolescent, euh, qui arrive maintenant, sa partielle arrive maintenant dans 15 jours, voilà, au mois de janvier. Et donc sur ce, on va tout de suite commencer et là on va plus s'intéresser au tout premier chapitre qu'on avait fait, donc c'était sur le développement physique. Et donc on aura ici 18 petites questions voilà, pour venir tester si vous avez bien mémorisé ce petit chapitre. On commence tout de suite avec la première question, qu'est-ce qui différencie la puberté de l'adolescence? Alors en fait, on a la puberté qui engendre surtout des changements physiques, alors que l'adolescence c'est plus une évolution au niveau psychologique, donc notamment dans les relations sociales où on s'éloigne un peu du cadre parental et on devient de plus en plus autonome. Alors au cours de la puberté, qu'est-ce qui permet la maturation des organes sexuels, les pics de croissance, ainsi que l'apparition de caractères sexuels secondaires? Enfin, je dis les pics de croissance et c'est plus le pic de croissance, juste qu'il est différent selon que ce soit un garçon ou une fille. Alors, on peut principalement parler des hormones sexuelles sécrétées par l'hypophyse qui vont permettre la maturation de l'appareil reproducteur, pardon, le pic de croissance physique ainsi que l'apparition des caractères sexuels secondaires. Alors ensuite, quel est l'âge moyen du pic de croissance au cours de la puberté? De combien de centimètres le corps se développe-t-il au cours de ce pic? Donc oui, il y a ici des différences intersexuelles à retenir du coup. Alors au cours de la puberté, le pic de croissance va donner en moyenne 8 cm par an à une fille et 9 cm par an à un garçon. Ces pics ne se produisent cependant pas au même moment, avec un pic autour de 12 ans et demi pour les filles et 14 ans et demi pour les garçons. Ensuite, quatrième question, tout le corps se développe-t-il de façon proportionnelle au cours de la puberté? Alors les différentes parties du corps ne se développent pas toutes au même moment, ce qui peut créer des disproportionnalités. Par exemple, les bras et les jambes se développent plus avant la puberté, alors que le tronc se développe plus, on va dire, à la fin de la puberté. Donc autrement dit, tout ne se développe pas au même moment. Euh, et en fait, on a même parlé au cours que c'était plus les extrémités du corps qui étaient le plus touchées, qui se développaient le plus en premier, donc notamment les pieds et les mains, et que ces changements pouvaient être parfois brutaux. Donc en fait, c'est un peu le contraire du principe proximo-distal. Vous savez, pour le développement nerveux. Donc là, ça serait disto-proximal du coup. Alors, quelle substitution de tissu peut-on observer au cours de la puberté? Ah, je sais pas là si la question est très claire. Mais bon, c'est pas grave. Le tissu adipeux diminue avec la puberté, laissant place à un développement des tissus musculaires. Voilà, tout simplement. Alors, quel indice physiologique montre une fin de la croissance physique? C'est physiologique, mais on peut pas vraiment l'observer à l'œil nu, quoi. Alors en fait, c'est la croissance physique qui se poursuit en fait jusqu'à la transformation de tout le cartilage aux épiphyses des os. Donc globalement, ce que ça veut dire, c'est que les épiphyses des os, c'est juste les extrémités de l'os, qui au cours du développement vont venir se souder au reste de l'os. Donc tant que cette maturation des épiphyses de cartilage en os n'est pas faite et qu'elle ne se soude pas au reste de l'os, bah à ce moment-là, c'est que la croissance physique n'est pas encore terminée. Alors quel que soit le sexe pardon, où peut-on observer un développement de la pilosité? Quelle partie est spécifique aux garçons dans le développement de la pilosité? Ça fait un peu répétition. Alors on observe une augmentation de la pilosité pubienne et axillaire, donc autrement dit au niveau des aisselles. Les garçons ont aussi une augmentation de la pilosité faciale. Voilà. Après on connaît les grand-mères qui ont de la moustache. La bulle de la voix est-elle présente pour les deux sexes?
Donc là, on est déjà à la question 8. Alors, la mue de la voix est présente chez les deux sexes, mais l'évolution est plus forte chez le garçon. Donc en fait, on entend beaucoup plus facilement la mue de la voix chez le garçon que chez la fille, mais elle a aussi lieu pour la fille. Ensuite, la puberté peut-elle être différente entre... Enfin, pardon. La puberté peut être très différente entre deux individus. On parle alors d'eux. Donc là, en fait, j'attends un terme un peu précis. Donc en fait, lorsqu'il y a une forte différence entre deux individus, on parle d'une forte variabilité interindividuelle, tout simplement. Donc la puberté, c'est un moment où il y a une forte variabilité interindividuelle, ce qui fait qu'on ne peut pas dire ah, à cet âge-là, les hommes, enfin les garçons vont avoir la pilosité faciale, à cet âge-là, ils vont avoir la pilosité axillaire. Ça peut être très différent. Typiquement, où certains peuvent déjà avoir la pilosité faciale avant la pilosité axillaire, et d'autres le contraire, par exemple. Alors, quel est le moment le plus fort de la puberté selon le sexe? Donc là, c'est juste une tranche d'âge. Alors, le moment le plus fort de la puberté ne se passe pas au même moment, selon le sexe, de 11 à 13 ans pour les filles et de 13 à 15 ans pour les garçons. Alors, qui a créé un outil permettant de distinguer trois stades de développement pubertaire et quels sont ces trois stades? Alors, c'est Tanner qui a créé un outil permettant de distinguer trois stades de développement pubertaire. Ainsi, on peut distinguer une puberté précoce, dans la moyenne et ou tardive. Donc, autrement dit, c'était une échelle. Là, t'es puberté tardive. Dis donc que t'as 17 ans, t'as pas encore de pilosité axillaire. Oh là là, il y a un problème. Et au cours des derniers siècles, le début de la puberté arrive de plus en plus précocement. Sur quel facteur environnemental porte-t-on aujourd'hui ce changement? Alors, l'explication plus probable donne aujourd'hui est celle de l'alimentation. Donc aujourd'hui, en fait, on se nourrit mieux que les siècles précédents, globalement. Et bah, après, est-ce qu'on se nourrit mieux? On se nourrit plus, mais est-ce qu'on se nourrit mieux quand on pense à l'industrie alimentaire et toutes les substances, disons, peuvent avoir des effets endocriniens, quoi. On sait pas toutes les cochonneries qu'on bouffe. Ensuite, du coup, là, on part quelques questions sur le sommeil. Au cours de la puberté, notre corps nécessite-t-il une augmentation du temps de sommeil? Ou plutôt demande-t-il? Ou a-t-il besoin? Bref, vous avez compris l'idée. Alors que les besoins en sommeil de l'individu diminuaient progressivement au cours de l'enfance, la puberté peut demander au contraire une augmentation du temps de sommeil. Parallèlement, la puberté peut inciter aussi à manger davantage afin de pouvoir faire les modifications physiologiques qui demandent beaucoup d'énergie au corps. Donc les transformations, bien sûr, il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir grandir de 9 cm par an. Ensuite, quelle hormone est principalement responsable d'une diminution de sommeil profond au cours de la puberté? Autrement dit, le sommeil devient moins réparateur au cours de l'adolescence. Et ça serait à cause de la mélatonine qui, en fait, serait moins produite par l'hypophyse, donc il y aurait une diminution de cette hormone. Sur l'hypophyse, à ce moment-là, elle produit énormément d'hormones et peut-être qu'il y a un peu moins de place, de temps associé, enfin donné à la mélatonine. Donc il y a peut-être plus de concentration pour les hormones sexuelles, quoi. Ensuite, d'après Alasker, ou Alaské, quels stades sont les plus susceptibles d'avoir un impact psychologique sur l'adolescent et pourquoi? Donc là, ça reprend l'échelle de Tanner, enfin l'outil. Alors d'après Lasker, les stades de développement non normatifs, c'est-à-dire précoces ou tardifs, oui j'ai mis tardif au lieu de tardif, stade tardif, ouais, ont le plus de risques d'impacter la psychologie de l'adolescent. Cela s'explique par les attentes de l'entourage non satisfaites, pouvant entraîner des réactions non adaptées. Donc typiquement, lorsqu'on est précoce, les adultes les parents ne pouvaient pas s'attendre à ce que ça allait aller aussi vite, ils peuvent pas trop savoir comment réagir. Et au contraire, si c'est tardif, on peut avoir de l'inquiétude, voire même des moqueries. Forcément, ça va pas aider l'adolescent qui reste en plus à cet âge-là relativement fragile au niveau psychologique.
Alors, quelles conséquences peuvent avoir des pubertés non normatives? Donc là, on parle uniquement des filles précoces et des garçons tardifs. Donc, euh, donc pour les filles, ça associe un risque d'avoir des conduites à risque, donc des conduites sexuelles ou de délinquance, alors qu'un garçon avec une puberté tardive a plus de risque d'avoir une faible estime de soi et d'être jugé négativement par ses pairs. Donc là, on passe aux deux dernières questions. Pouvez-vous résumer les observations faites en IRM de Jay Jade et ses collaborateurs sur le développement du système nerveux central? Donc là, ça compare en fait le développement de la matière grise et de la matière blanche. Alors, selon les régions, le processus suivant se déroule à divers moments. Alors déjà, il y a une augmentation de la matière grise grâce à la prolifération synaptique, et ensuite il y a une diminution de la matière grise et une augmentation parallèle de la substance blanche via l'élagage synaptique et la myélisation qui permettra euh, un afflux nerveux plus rapide. Alors certaines aires, notamment les aires motrices et visuelles, sont beaucoup plus précoces, donc il me semble qu'au niveau de la matière grise, c'est déjà mature à 4 ans pour les aires motrices, alors que certaines aires, comme les aires temporales et frontales, ne sont matures que vraiment à la fin de l'adolescence, il me semble. Donc il y a vraiment une énorme différence au niveau du développement qui concerne la matière grise et la matière blanche. Alors du coup, la toute dernière question, c'est, j'ai bien pas d'occasion alors qu'il n'y avait pas besoin, citer un exemple qui vient montrer le passage d'une organisation locale à distribuée au sein du système nerveux central. Parce que oui, en fait, l'amylisation permet en fait à diverses aires du cerveau de communiquer entre elles plus efficacement. C'est ce qui permet le passage d'une organisation locale à distribuée. Et du coup, moi, l'exemple que je donnais, c'est celui de l'augmentation de la régulation émotionnelle à la fin de l'adolescence. Donc, si vous avez d'autres exemples, allez-y, il n'y a pas de souci. Qui montre une maturation du cortex frontal ainsi que sa participation inhibitrice dans les émotions. Alors qu'à la base, on sait que les émotions sont dirigées par le système limbique, mais là, il y a une autre aire complètement, enfin, plutôt éloignée, donc le cortex frontal ou préfrontal, qui va venir agir sur le système limbique, ce qui montre bien une organisation distribuée. Et bien, c'est tout pour cette vidéo. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour réviser. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.